Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je vais vous parler en français et je vais donner ma présentation en français, mais ça me ferait plaisir d'accepter des questions en français ou en anglais. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Ce qu'on m'a demandé, c'est de proposer une vision un peu d'ensemble, un survol de ce qui se passe en soins de première ligne au Canada et aussi quelle est la proposition du Collège des médecins de famille du Canada. Alors, ce ne sera pas je dirais, une histoire de cas ou une innovation en particulier que je vais vous présenter. Alors, les objectifs de ma présentation, j'aimerais commencer avec une vision. En fait, on l'a dit beaucoup ici qu'il y a, on sait un peu le chemin à parcourir. Quelles sont en fait les caractéristiques d'une organisation de première ligne, d'organisation de première ligne innovante et performante. Ensuite, bien, quel est ce survol de où on en est, des innovations qui ont été faites à travers différentes provinces canadiennes. Et enfin, proposer, bien sûr, c'est la place pour ça, des actions pour continuer les réformes amorcées. Donc, premièrement, quelles sont les caractéristiques d'organisation performante? Je me permets de présenter ici comme vision la vision de l'énoncé de politique que le Collège des médecins de famille du Canada qui a fait il y a maintenant quelques années, en 2011, la pratique de la médecine de famille, le centre de médecine familiale, en anglais de Patient Medical Home. Si on le propose et je le présente, c'est que c'est en fait pour nous actuellement la feuille de route pour accompagner nos membres, guider aussi notre réflexion sur la formation pour justement participer à la solution de l'amélioration des soins de première ligne. Et cette vision est appuyée par une littérature robuste sur les organisations de première ligne. Donc, très rapidement, je vais ici faire le survol de ce qu'est cette proposition. Plusieurs choses ont été dites et je ne parlerai que de certaines en particulier. Donc, nous proposons en fait 10 piliers ou 10 objectifs de ce que sont des organisations de première ligne performantes. Bon, ici, on y reviendra, c'est le thème, c'est un des thèmes de la réunion, d'être axé sur les patients. Et quand je conclurai, je pense que je pourrais aussi proposer des solutions. Pour nous, être axé sur les patients, ça veut dire, bien sûr, être intéressé à impliquer que les patients deviennent des partenaires non seulement de leurs soins, mais de la réflexion sur l'organisation des services dans leur milieu de première ligne. Et donc, c'est vraiment une façon de devenir partenaire et de leur donner la parole. Bien sûr, les soins dispensés en équipe sont un élément qui est essentiel. J'aimerais parler de l'accès en temps opportun. C'est facile de parler d'accès. L'accès en temps opportun, ce n'est pas nécessairement simple. Ça veut dire le bon service au bon moment par la bonne personne. Ce n'est pas nécessairement une visite, ce n'est pas nécessairement un médecin. Et ça peut se faire de différentes façons. Et ce qu'on propose, entre autres, ce sont des approches, par exemple, d'accès avancé, mais aussi le travail en équipe interprofessionnelle et l'évolution des rôles professionnels est une façon aussi d'améliorer l'accès en temps opportun et, bien sûr, des soins globaux et continus. Comme autre pilier, il y a la continuité des soins, une continuité qui est comprise d'une façon, pas seulement la continuité avec un professionnel, mais bien la coordination et l'expérience de soins. On en a eu des expériences de manque de coordination dans les conférences antérieures. Bien sûr, les dossiers électroniques, l'accès à des technologies de l'information est important. Vous voyez que ce n'est quand même pas la seule façon d'améliorer. On voit les centres de formation, les centres de médecine de famille, les lieux qui sont en fait dans des lieux virtuels, vous verrez les modèles dans une minute, comme devant être des lieux de formation des professionnels et d'éducation. Et bien sûr, l'importance du soutien du système. Et dans cette partie où on parle de soutien du système, nous reconnaissons l'importance d'un financement et d'une rémunération qui soit alignée avec les besoins. Nous sommes tout à fait supportifs et des modèles de rémunération mixtes qui sont actuellement, bien sûr, pour les médecins qui nous semblent les plus porteurs. Et au niveau de l'évaluation, mais ce dont on parle, c'est d'intégrer vraiment des systèmes d'évaluation et d'amélioration continue de la qualité dans les milieux de soins de première ligne. Donc, voici un peu, on pourrait appeler ça la recette ou une vision de ce qui est vraiment actuellement connu comme étant les caractéristiques des organisations performantes.
Donc, où en sommes-nous au Canada? Écoutez, ça va être en vol d'oiseau. Vous comprenez, on pourrait en parler bien longtemps, mais pour ceux qui sont moins familiers. Donc, il y a eu plusieurs provinces qui ont vraiment innové avec des modèles. Donc, par exemple, en Colombie-Britannique, c'est pas tant des modèles d'organisation qui sont très différents, mais on a beaucoup travaillé sur soutenir la pratique conforme au guide de pratique. On a beaucoup travaillé sur l'Advanced Access. Je voyais les rapports de monsieur pour Ipsos Reis, ça n'a pas l'air de donner tant que ça, mais enfin, on a travaillé là-dessus et on a créé il n'y a pas longtemps des divisions de médecine générale pour améliorer la gouverne. Donc, en Alberta, on a commencé avec les Primary Care Networks, mais comme l'a dit M. Horn, il y a d'autres modèles actuellement intéressants qui sont sur la planche à dessin, des choses au Manitoba. En Ontario, des fois, on fait un petit peu une blague de l'Ontario. Vous devez savoir qu'il y a en fait une dizaine de modèles actuellement. Ça a été la province la plus innovatrice, donc avec les Family Health Teams, des Family Health Groups. Vous voyez un peu les acronymes. Alors, beaucoup d'innovation. Il y en a eu aussi évidemment au Québec, où on a nos groupes de médecine de famille, nos cliniques réseau, et quand même la réforme des C3S, où on a essayé de fusionner des hôpitaux avec les milieux de première ligne. Donc, voilà pour les grands modèles. Les autres provinces ont aussi fait des changements, mais moins, je dirais, de façon qui soit des modèles. Ce qui est très important ici, on parle ici à des gens qui sont des DG, des administrateurs. Tous ces modèles ont une des caractéristiques de se lier avec le reste du réseau. Et donc, vous devez interagir avec ces nouvelles organisations et, à mon avis, vous êtes en mesure de pouvoir les soutenir. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, un peu un résultat des impacts. Je le discute selon les deux questions de ce colloque. Les soins centrés sur les patients. Est-ce que ça donne plus de soins centrés sur les patients? Je parle ici d'études plus générales de population, pas d'études de cas de telle clinique dans tel milieu où il y a des choses merveilleuses. Donc, on a peu de données sur l'impact vraiment sur le concept de soins centrés sur le patient. Plus de personnes dans toutes les provinces rapportent avoir accès à un médecin de famille. Par contre, l'impact sur l'accessibilité est très mitigé. On l'a vu aussi dans la présentation. Et cependant, en termes de satisfaction des usagers, on pourrait dire ceux qui arrivent à avoir accès au système en général, les usagers qui utilisent ces nouveaux modèles sont satisfaits. En termes d'efficience, il y a très peu de données actuellement sur l'efficience dans le sens réel de l'efficience de ces nouveaux modèles. Beaucoup de données quand même dans les différentes provinces d'une amélioration de la qualité des soins pour les maladies chroniques qui peut se traduire même jusqu'en Alberta, en Colombie-Britannique, une diminution de l'hospitalisation, des complications. Donc, on pourrait appeler ça des données dures, là, si on est des chercheurs. Plus de gens qui ont effectivement accès à des équipes et une meilleure satisfaction au travail des professionnels, qui est, à mon avis, quelque chose qui n'est pas banal. On ne parle pas juste des médecins. Je voulais juste vous partager deux données, en fait, d'une enquête qui est une enquête auprès des médecins de famille qui a été publiée à peu près 2 semaines au Canada par le Conseil canadien de la santé. Un sur l'accès. Donc, combien des médecins qui disent que dans leur milieu de pratique, pas nécessairement eux personnellement, les patients sont capables d'avoir accès à l'intérieur de 1 ou 2 jours. Donc, on voit ici, entre 2006... Je pense que le marqueur, c'est difficile, est-ce qu'il se rend? Entre 2006 et 2012, un certain plafonnement, donc ça va un peu avec ce qu'on a vu, en termes d'accessibilité qui reste encore, qui est probablement la chose qui a le moins bougé. Par contre, si on regarde province par province, on voit que certaines provinces ont de meilleures cartes de résultats, si on veut, du point de vue des médecins. Et la Colombie-Britannique, c'est intéressant, mais les médecins en Colombie-Britannique semblent avoir plus amélioré leur accès avancé. En Ontario aussi, où il y a plus d'innovation. Donc, ça plafonne peut-être à niveau national, mais il y a des endroits où ça s'améliore. Là où je veux aussi donner des données, et je pense qu'on l'a dit encore, nous avons des difficultés, c'est sur le lien entre la première et la deuxième ligne. Et je crois que nos modèles ont beaucoup, soit on s'est intéressé à la première ligne, on regarde la première ligne, on essaie de l'améliorer, ou en deuxième ligne. Et là, on voit que, par exemple, de recevoir simplement une petite note quand un de nos patients sort d'un hôpital ou de l'urgence, en fait, vous voyez que seulement à peu près 16% des médecins de famille canadiens disent recevoir de telles informations, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus fréquent. Et je dirais, il n'y a aucune province qui semble ici avoir réglé le problème et emporté la balle. Donc, pourquoi est-ce qu'on plafonne? Est-ce qu'on plafonne? Je pense qu'on va quand même dans une bonne direction. Alors, on peut se demander si nos modèles
ont effectivement les caractéristiques des organisations innovantes. Si on regarde ce qui a été fait en général, ici on voit en fait je dirais une évaluation faite par un groupe d'experts qui a été publiée par la Fondation canadienne d'amélioration des soins et services de santé en décembre, d'accord? Donc, stratégie pour le changement en soins de première ligne. Nous avons été très bons pour, en fait, dans la première ligne, dans nos politiques, dire qu'on veut être axé sur les patients. Nous avons aussi beaucoup investi sur les soins en équipe, mais lorsqu'on regarde, on n'a pas beaucoup encore investi vraiment la participation des usagers dans l'organisation. On n'a pas beaucoup investi l'amélioration de la qualité, donc le soutien, le leadership. Donc, il y a encore beaucoup de place pour une amélioration. Je dirais, on pourrait dire qu'on a beaucoup travaillé les structures. Mais je pense qu'il est temps pour le moment de regarder dans des processus de travail. Donc, moi, je me permets donc ici de conclure en insistant sur certaines pistes d'action. Certaines sont, je dirais, aussi personnelles, éclairées par ma pratique comme médecin de famille et par mes recherches. Alors donc, en écoutant ce que j'ai entendu depuis ce matin, je pense que mon premier point reste encore assez vrai. Je pense qu'on doit avoir une vraie conversation sur la vision de la qualité, pas juste un énoncé de politique, entre nous, à tous les niveaux, sur comment on peut non seulement juste dire qu'on veut se rendre accessible, mais comment qu'on se donne des moyens. Des choses aussi simples que répondre au téléphone ou d'être capable de prendre un rendez-vous. Là, c'est pas, on parle pas de choses complexes. Hein? Donc, mais une vision pour trouver des solutions. Moi, je crois qu'il est très important et que ça fait partie de la solution que les patients soient engagés dans le redesign, pas seulement nécessairement à des lieux très élevés de conseils d'administration, mais là où les gens commencent à essayer d'améliorer. C'est un point important dans notre proposition et je pense que c'est là qu'il y a vraiment aussi des solutions. Le soutien à la qualité, le leadership et le soutien. Changer, c'est difficile. Dans les organisations dont vous êtes parfois PDG ou vous êtes des gestionnaires, vous avez des fois en main des leviers pour aider les professionnels à changer leur mode de pratique. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et donc, aussi, bien sûr, la coordination. Alors, au Collège des médecins de famille du Canada, évidemment, on essaie de prendre des leviers par là où on a des leviers. On travaille beaucoup sur la formation, mais aussi, on travaille beaucoup actuellement à développer des coffres à outils pour aider les cliniciens à s'engager. Vous voyez ici 2 exemples. Donc, un coffre à outils pour aider vers l'accès avancé, vers la question de l'inscription des patients. Et, bien sûr, en partenariat avec vous, la plupart des organisations à travers le Canada. Donc, je vous remercie.